J'aimerais bien moi-même comprendre pourquoi cette langue m'a subjugué sans que je la comprenne. C'était effectivement un émerveillement. Arrivé en France à 9 ans et demi, je ne savais parler que l'arabe dialectal, comme mes parents. Et puis, je rentre dans la langue française en allant à l'école. J'entendais la langue française et chez moi, je parlais l'arabe dialectal. En fait, quand on ne connaît que l'arabe dialectal, on ne connaît pas une langue officielle. C'est-à-dire l'arabe dialectal ne s'écrit pas, ne s'entend pas auprès des médias. Par exemple, les journaux télévisés, radio et même de presse écrite sont en arabe littéraire. Donc moi, j'arrivais déjà avec un handicap qui était de ne pas être alphabète dans sa propre langue. Mes parents sont toujours analphabètes bilingues dans le sens où ils savent à peine parler le français et ils ne savent pas l'arabe littéraire. Donc c'est une drôle de position que je ne connais nulle part d'être analphabète bilingue. Arrivé en France, j'apprends enfin une langue. Et je ne sais pas par quel miracle, cette langue me parle. Sans doute c'est grâce à l'enseignement de ces professeurs, je commence à aimer une langue qu'on écrit. La poésie, par exemple, même si je ne comprenais pas tout ce que je lisais, j'étais subjugué. J'entre dans la langue française, dans l'amour de la langue française, par quelque chose qui est complexe, même pour les Français, qui est la poésie, et notamment la poésie surréaliste, celle d'Éluard, de Breton, d'Aragon aussi, et même d'autres poètes qui sont moins connus. C'était effectivement un émerveillement, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait retenir dans l'apprentissage de la langue française à des gamins qui ne sont pas français. C'est-à-dire qu'il y a la sonorité. On n'est pas obligé de tout comprendre dans un poème, mais on peut l'appréhender. On peut en plus mettre ce qu'on a envie de comprendre. Dans mon esprit, en tout cas dans ma culture, l'arabe ne me permettait pas d'exprimer les sentiments ni les émotions. C'était peut-être particulier à ma famille, mais ce qui m'a attiré dans la langue française très vite et grâce à la poésie, c'était la possibilité d'exprimer des émotions, des sentiments. Il y a un domaine que j'ai exploré et que je trouve qu'il n'est pas assez exploré partout d'ailleurs, hein, et qui est finalement assez universel, c'est le sentiment de quand on quitte un milieu et que les autres vous renvoient une trahison. C'est quand même très compliqué de quitter un milieu, encore une fois, même si le milieu est un milieu pauvre, précaire, etc., quand c'est le seul milieu qu'on connaît, c'est le seul pays qu'on connaisse, eh ben, il y a une sorte de confort. Je l'ai constaté. Moi, j'ai vu des amis qui étaient doués, qui avaient fait des études, en tout cas des études supérieures, et qui préféraient rester dans la cité parce qu'ils avaient peur de voir ailleurs. Parce que ailleurs, c'est une zone de non-confort. Moi, j'ai vécu ça et j'ai eu l'impression parfois qu'on me le reprochait. Et j'ai surtout compris, et là j'étais même relativement gamin, que pour s'en sortir, il fallait fuir. Et c'est quand même une forme de courage, parce qu'après tout, on a le droit, quand on est un gamin d'une cité, de pouvoir aimer quelque chose qui n'est pas naturel dans son propre milieu. J'ai un regard analytique sur les mots qu'on utilise aujourd'hui. En tant que journaliste et en tant qu'écrivain, on se doit de faire attention aux mots qu'on utilise. Un des plus gros risques, c'est de galvauder les mots. Par exemple, moi, quand j'utilise l'expression « devoir de mémoire », je voudrais qu'elle corresponde à quelque chose d'essentiel et non pas à quelque chose qui va presque détériorer le mot. Changer les mots, c'est changer la relation et la couleur de la relation. Donc je me bats pour qu'on garde le vrai sens du mot et ne pas le galvauder à force de l'utiliser. Le fait de choisir
le métier du narrateur qui est biographe pour anonyme, c'est quelque chose qui me parle. Un biographe pour anonyme, c'est quelqu'un qui va porter la parole des autres et surtout l'écriture des autres. Et en fait, ce que j'ai constaté en allant à la rencontre de ces bénévoles, de ces gens démunis, c'est qu'il leur manquait évidemment tout ce qui était matériel, boire, manger, un toit, mais beaucoup me disent et me disaient qu'il leur manquait des traces écrites. Et il y avait cette impossibilité ou cet handicap parfois de ne pas pouvoir écrire leur propre histoire. Laisser une trace écrite, c'est primordial. Donc on existe aussi parce qu'on est écrit. Il y a une personne que j'ai rencontrée, elle m'a dit « Ma vie, c'est quoi? C'est juste un dossier à la DAS. Je voudrais dire à mes enfants que je n'ai pu garder, leur dire voilà qui je suis. Et pour dire voilà qui je suis, il faut écrire. » Dans les funambules, j'ai voulu relater un maximum de rencontres et d'histoires parce que c'était très important pour eux. Et évidemment, en allant à la rencontre de ces bénévoles, de ces anonymes, ça m'a sauté aux yeux. J'allais à la rencontre de moi-même. Et en parlant des autres, on parle aussi de soi. Et c'était cette rencontre avec les autres et avec moi-même que j'ai voulu écrire finalement.